tous, merci d'être là. Après la table ronde, donc Marc, qu'attendez-vous des agences de design? Et bien maintenant, nous allons parler des agences de design. Qu'attendez-vous de vos clients? Donc pour cela, nous avons invité 5 agences que je vais vous présenter. Alors, on va commencer par Christophe Prader à gauche, qui est CEO de BETC Design. Pardon, je reprends. Donc Christophe Prader, à la toute gauche, qui est CEO de BETC Design, fondateur et directeur général de l'agence BETC Design. Christophe Prader est issu d'une double formation marketing et design. Il a travaillé plus de 3 ans en Asie. Dans le groupe Euro-RSCG depuis 15 ans, il a créé son agence en 2003. L'agence a signé de nombreuses créations en packaging, en identité visuelle et en architecture, aussi bien en Europe qu'à l'international. Et l'agence vient de créer tout nouvellement les bouteilles de Badois et d'Evian. Ensuite, Alain Doré, qui est directeur de création de l'agence Brandimage. En 85, Alain Doré intègre Brandimage, Desgrippes et Laga en tant que directeur de création. Il est à l'origine des créations des identités et des programmes d'image, notamment des Jeux Olympiques d'hiver d'Aberville, Sofinco, Accor ou encore Air France. Après, à sa gauche, on a Louis Comollet, qui est directeur général de CLTG. Né en France, il vit en Afrique et au Canada pendant plus de 20 ans. Dans les années 80, il intègre le groupe de communication Havas au service études, puis rejoint Ecom, où il gère plusieurs budgets internationaux. Ensuite, il prend la direction de l'agence de design Concept Group, et en 92, il crée sa propre agence de design avec Guillaume Toutain, son associé encore actuel. Et parmi les dernières réalisations de l'agence, on note le design du Ver Pelfort ou encore le concept de point de vente de Neuville. Après, Christophe L'Aiguillon, fondateur et président de l'agence Paris Heure Local. Diplômé de l'école Olivier de Serres, il commence sa carrière en tant que designer junior chez Kohler & Co. en 96. Ensuite, il sera freelance dans l'univers de la cosmétique. Après, il entre chez Team Créatif en 2002. Et en 2010, il décide de créer sa propre agence de design. Il travaille notamment pour Fleury Michon et Hermès. Enfin, Nicolas Chaumette, qui est directeur général de Team Créatif. Aujourd'hui, directeur général de Team, il a près de 25 ans d'expérience dans le métier du design et de la publicité. Précédemment directeur général chez Interbrand et Black & Gold. Il a également occupé des postes exécutifs chez Landor, Carré Noir, Dragon Rouge et Australie. Et il est également membre actif au bureau de l'ADC. Voilà. Et donc maintenant, Gérard Caron, que vous connaissez, qui avait animé la première table ronde et qui continue, bien sûr, avec nous. Gérard, je te passe la parole. Merci. Merci Christophe Pémal. Bonjour à tous. Donc, cette première heure qui vient de se terminer, nous l'avons passée en compagnie des marques qui exprimaient leurs attentes vis-à-vis des agences. Cette fois-ci, le jeu est inverse, c'est-à-dire vous, agence de design, qu'attendez-vous de la part d'une marque pour travailler, pour collaborer efficacement et puis préparer les marchés qui arrivent. Alors, vous voyez que nous avons une belle brochette. Certes, on ne peut pas dire que la loi de la parité est respectée tout à fait, hein. Mais bon, ce sont là des grands professionnels que nous avons choisis, qui nous font vraiment le plaisir et qui prennent sur leur temps pour venir sur ce plateau, alors que je connais pour chacun leur emploi du temps. Et je vais commencer par poser la première question à l'homme qui est sur ma droite, Nicolas Chaumette, donc actuellement, comme il vient d'être dit, chez Team Créatif, pour lui poser une question, puisque... il a 25 ans de métier, c'est ce qui a été dit, Nicolas, hein, 25 ans de métier. Donc, oui, mais je passerai mon micro. Donc, tu as pu voir aussi comment a évolué ce métier, la relation entre l'agence et le client. Est-ce qu'il existe encore, de ton point de vue général, pas uniquement vis-à-vis de Team Créatif, bien sûr, mais existe-t-il encore aujourd'hui des points sur lesquels on doit travailler ou on peut améliorer cette relation agence-client ? Oui, sûrement. Alors, ça dépend probablement aussi de tu parlais de travail ou de collaboration entre clients et agence. Je pense que ça dépend de quel type de travail ou de quel type de collaboration on parle, avant de définir, ou avant de dire si on peut l'améliorer ou pas. Nous, agence, ou travaillons fréquemment sur des sujets de nature assez différente. Et parmi ces sujets, on peut être interrogé sur des problématiques qui sont assez amont, et d'autres qui sont très dans la production, l'implémentation, et donc très aval. La particularité de notre métier, je trouve, en tout cas ce que j'ai pu expérimenter pendant quelques années, c'est qu'on doit à la fois être visionnaire et en même temps
très concret, c'est-à-dire que on ne peut pas ne pas avoir une vision qui soit très fortement imprégnée de la manière dont on va la traduire ensuite. Les clients attendent beaucoup de réalisme et de concret dans nos recommandations, même s'ils attendent souvent qu'elles soient visionnaires, intelligentes et rupturistes. Donc, juste pour revenir là-dessus, si changer les modes de collaboration ou imaginer de nouveaux modes de collaboration, je le crois, oui, et je le crois en particulier dans l'amont. C'est-à-dire que je pense que sur toutes ces phases où les clients attendent des idées neuves, attendent de la création inédite, attendent des façons d'aborder un marché, un sujet, une question, ils sont très certainement intéressés par notre capacité à les surprendre. Et donc, ils se nouent dans ces phases de travail, en général, et selon la relation qu'on a avec le client, des modes de collaboration qui peuvent être très différents et parfois très insatisfaisants. Si on connaît bien un client, on peut travailler avec lui en confiance et on peut vraisemblablement lui apporter des idées neuves et intelligentes et rupturistes et pas hésiter à faire un peu avancer la... J'allais employer une expression de quelqu'un que tu connais bien, Gérard, puisque c'était ton directeur de création chez Carré Noir, mais faire avancer la race, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'ambition réellement de faire progresser les choses quand on est en confiance avec un client. Or, dans la plupart des cas, quand on vous pose ce genre de problème, assez en amont, donc des problèmes assez stratégiques, vous êtes en compétition. Et l'important dans une compétition, bien souvent, de la part de l'agence qui concourt, c'est pas forcément d'apporter la réponse la plus intelligente, mais c'est bien souvent de gagner. Et bien souvent, ça fausse les règles. Et bien souvent, donc, dans la mesure où la confiance va s'établir à partir de ce qu'on imagine que le client va bien vouloir acheter, on n'est pas toujours forcément encouragé. Je réponds de manière très spontanée. Tu as vu que je n'avais pas préparé les questions. Donc, je pense qu'on n'est pas toujours amené à travailler de la manière la plus naïve, pure et intelligente qui soit. Donc j'arrive très rapidement sur le sujet des compétitions parce que je pense qu'il est clé et il est très révélateur sur ces problématiques assez amont. Je pense de la façon dont le jeu est assez rapidement biaisé, dont la collaboration peut être assez rapidement biaisée entre une agence et son client. Donc je serais plus partisan, moi, si on devait faire, dans la mesure où on a l'ambition de faire évoluer ces modes de collaboration, je serais plus partisan d'imaginer en fait des mécanismes, en particulier sur ces phases de travail, de coproduction. C'est-à-dire que je crois qu'entre un client et un annonceur, il peut vraiment se nouer entre un client, entre une agence et son client, ou entre une agence de design et un annonceur, il peut se nouer un dialogue beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fructueux, beaucoup plus intelligent, si chacun part avec l'idée qu'il n'a pas la nécessité de convaincre l'autre, je parle là de l'agence, oui, je vois. Ou pour le client, pas la nécessité de faire un choix qu'on ne lui reprochera pas en interne, et que les deux peuvent travailler, à mon sens, en meilleure intelligence, avec plus de confiance et donc plus de risques qui sera pris de part et d'autre. Je pense que ce serait une bonne idée, une bonne façon d'améliorer les choses. Nicolas, quand tu parles de coproduction, bien sûr, tu intègres aussi la co-création. Bien sûr, c'est bien ça, sûr. Hein. Je pense que dans les process d'innovation, c'est déjà quelque chose qui est intégré. C'est-à-dire quand une agence travaille avec un client sur une plateforme de marque, sur une nouvelle idée, sur un nouveau produit, on est déjà dans des phénomènes de coproduction. On est ensemble pour travailler sur des descriptifs de produits, sur des rédactions de promesses, on parle bien de packaging là, hein, oui, ou sur les reason why à mettre en avant, le rationnel qui va venir derrière. Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas de la même façon sur de la création. Et j'ai des créatifs à côté de moi, je dévalorise, je ne veux pas par là dévaloriser leur métier, je veux simplement dire qu'on sait tous qu'aujourd'hui, quand on présente une création à un client, on a en face de nous des gens qui sont dans une position un peu compliquée, c'est-à-dire qu'ils ont un choix à faire pour une marque dont ils ont la charge, mais ce choix, ils vont devoir en rendre compte devant, en particulier dans ce métier du packaging, devant énormément de gens. Et donc, ils ont à la fois la nécessité de se rassurer par rapport à, effectivement, des critères d'ordre assez rationnels. J'ai posé une question, j'attends la réponse la plus intelligente, mais également en interne, être certain que la solution qu'ils vont choisir va être acceptée, va être achetée, qu'ils vont pouvoir la vendre. D'où, je le crois, en tout cas, sincèrement, je pense, cet intérêt que nous aurions tous à travailler de manière plus étroite ensemble.
Et voilà. Merci Nicolas, ça c'est clair, net, c'est une véritable prise de position, en plus basée sur une très belle expérience. Donc Alain, je vais m'appuyer sur une autre belle expérience qui est la tienne, puisque tu travailles pour des marques internationales, sur des marchés, et sur certains marchés, d'ailleurs je sais aussi que tu te fais aider par ta sœur, mais on va rester sur ton expérience à toi. Une vieille histoire entre nous. C'est une vieille histoire. Cette relation agence-client, agence-annonceur, agence-marque, peu importe la façon dont on la qualifie, cette relation a-t-elle évolué depuis, on va dire, une dizaine d'années? Enfin, a-t-elle évolué dans le temps et dans quel sens? Alors, le monde a changé en 10 ans, et heureusement. À part toi, Gérard, les choses ont bougé. Évidemment que la relation a changé. Alors, moi, il y a deux éléments, enfin deux phénomènes, deux grandes tendances dont je peux parler, qui me semblent, moi, révélateurs en tout cas, une réponse à ta question. On est d'abord, être une marque aujourd'hui, et le rester en tout cas, c'est un vrai combat de tous les jours. Donc il faut être hyper combatif, la concurrence est énorme aujourd'hui. Les marchés se sont ouverts, évidemment, comme tu le disais, à l'international, donc c'est beaucoup plus difficile. Et donc, prendre une décision aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, il y a un facteur économique, ça c'est la première des raisons, qui est aujourd'hui, évidemment, hyper fragile. Donc, en interne, ces marques, ces clients qui nous interrogent, sont hyper stressés. Moi, je sens aujourd'hui une vraie montée en puissance de cette espèce peut-être de manque de confiance. On parlait de Nicolas aussi, peut-être à un certain moment, mais surtout de ce stress, de cette espèce de tension. On est dans la performance, quoi qu'il arrive. Stress qu'elle vous communique, donc. Tout à fait. Donc, on est dans un climat très tendu. Alors, je ne reparlerai pas des compétitions, ça a été abordé tout à l'heure, je pense qu'on y reviendra. Donc, ça augmente ce phénomène. Et donc, on est dans un rapport qui est, à mon avis, beaucoup plus tendu qu'avant. Alors ça, c'est une conséquence, c'est comme ça. Probablement aussi parce que le droit à l'erreur aujourd'hui devient évidemment fatal. Un annonceur prend plus de risques qu'une agence. C'est-à-dire que nous proposons, c'est notre rôle de proposer des idées. C'est au client de décider de ce qu'il va choisir. Donc la vraie responsabilité, elle est évidemment dans son choix et on peut comprendre qu'il n'est pas facile. Alors il n'est pas facile, mais il est important aujourd'hui, c'est probablement un phénomène d'amélioration possible aussi. Si on veut tirer le meilleur parti de son agence, il faut créer ce climat de confiance et cette relation. Il y a un deuxième phénomène aussi, c'est que les marques aujourd'hui sont, on va dire, la marque est multicanale, c'est-à-dire qu'elle doit avoir des moyens d'expression divers et variés, elle a des outils très différents, elle a des pays où elle s'exporte de façon très différente, des cultures qu'elle doit affronter, en tout cas auxquelles elle doit répondre. Et donc on est dans un espèce de phénomène où quand on nous briefe sur un sujet, nous en tant qu'agence, on n'a pas obligatoirement non plus toutes les données. Pourquoi? Parce que ces publics en interne ne se parlent pas toujours obligatoirement. C'est-à-dire que la responsable du web ou la responsable du packaging ou la responsable de l'identité n'est pas obligatoirement en accord ou complètement en lien, de façon assez perméable, sur les informations qu'elles vont communiquer à l'agence qu'elles auront choisi de faire travailler. Donc moi ça c'est un phénomène ici qu'on remarque. Alors je ne veux pas dire qu'on en souffre, mais c'est quand même quelque chose d'assez nouveau dans ces 10 années qui se sont passées, qui peuvent évidemment probablement s'améliorer. Mais le phénomène aujourd'hui économique est quand même un vrai poids, une épée de Damoclès hyper importante. Donc derrière le stress, Alain, tu mets aussi bien le problème du timing, du temps pour faire le travail, que du budget, j'imagine, non? Alors, le budget, c'est un vaste débat. C'est-à-dire qu'il faut comparer des choses comparables. C'est-à-dire qu'on reviendra là aussi sur la rémunération. Tout à l'heure, j'entendais les annonceurs, la question que tu leur posais, est-ce que les rémunérations sont payées? J'ai entendu un petit oui. Parce que c'est un petit oui. Tu veux parler des compétitions? Oui, les compétitions ne sont pas toujours rémunérées, ou en tout cas mal rémunérées. Quand on voit le temps qu'on y passe, l'engagement qu'on y met, les talents qu'on met derrière pour gagner, et aussi apporter une bonne solution, il est évident qu'on est vraiment loin d'une réalité. Ouais. Merci Alain, c'était très intéressant aussi cela, mais je vais poser une question à un petit jeune, à Christophe Le Guillon, parce que Christophe, c'est de ce beau plateau-là, c'est toi le plus récent en termes de création d'agence. Hein. Ton agence Paris Heure Locale, un nom étrange, hein, Paris Heure Locale, date de 2 ans. Alors, est-ce que
dans ce contexte qui vient d'être décrit par Nicolas et par Alain, est-ce qu'on est pris au sérieux quand on crée une agence, d'autant que tu viens d'une grande agence, hein? Oui, voilà. En fait, l'agence est nouvelle, mais voilà, on n'est pas débutant parce que moi, dans mon passé, j'ai commencé très très tôt en étant indépendant, en allant frapper à la porte des annonceurs, que ce soit Hermès, Shiseido. D'ailleurs, ils continuent de travailler aujourd'hui, 15 ans après avec nous. Donc, c'est signe que dans ce métier, il faut jouer la carte de la fidélité très très tôt. Parce qu'elle existe alors? Elle existe. Cette carte de fidélité? Oui, parce que elle existe vis-à-vis des gens, des talents peut-être. Exactement. Mais comme je l'ai entendu tout à l'heure, côté annonceur, c'est une relation. Donc il faut absolument créer une relation. Sans relation, on ne peut pas faire de bon design, de bon travail. Donc il faut la nourrir et il faut aller jusqu'au bout de la relation. Et quand je dis c'est une agence nouvelle mais pas débutante, c'est qu'aussi il m'a fallu du temps pour trouver les bons collaborateurs autour de moi et qui étaient valables, qui avaient fait le tour de toutes les agences qui sont ici aujourd'hui, donc certainement les meilleures agences, et trouver les gens qui ont la même vision, qui ont envie de faire la même chose que vous, qui ont envie de pas répéter les mêmes choses que ce qu'ils ont vécu pendant 10 ou 15 ans. Voilà, c'était vraiment un travail de fond. Pour les jeunes aujourd'hui là, qui sont dans la salle, qui ont envie peut-être de monter leur société tout de suite, il faut prendre le temps. C'est quelque chose qui se fait en maturant le projet, avec beaucoup de réflexion, en écoutant les professionnels. Voilà, on ne se lance pas comme ça, sans filer. Sinon, c'est la meilleure façon de retomber très très vite. Alors Christophe, quand même... cela dit, une jeune agence, c'est une jeune agence, même si les membres ne sont pas si récents que ça dans le métier, mais comment est-ce que tu peux te justifier par rapport aux attentes des marques qui ont souvent dans leur portefeuille des grandes agences? Donc tu es frontalement en compétition avec les grandes agences. Elles ont des compétences, elles ont d'expérience, elles ont de multiples métiers. Tu peux pas prétendre à cela tout de même. Ah bah non, mais on essaie justement de faire de nos faiblesses une force. Notre force, c'est que voilà, on a réduit quand même des choses qui nous pesaient dans le passé, qui existaient dans certaines agences, enfin des lourdeurs administratives, etc. Et on a un rapport quand même assez direct avec le client. Mais ça, c'est peut-être dû à la taille. C'est dû à la taille. Mais quand vous serez 100 dans votre agence... Ce sera un autre discours. Peut-être que j'aurai les cheveux courts et je dirai autre chose. Mais en tout cas, aujourd'hui, chacun a une pure envie. Et justement, la taille fait qu'on est capable aujourd'hui de déplacer des montagnes. Alors que, concrètement, si on s'arrête et qu'on fait le bilan de ce qu'on est en train de faire, on se dit mais on est fou d'essayer de s'attaquer à des teams créatifs, à des CBA, etc. Et ça marche. Donc voilà, c'est quelque part cette fraîcheur qui fait qu'on a la niaque, qu'on a envie d'aller jusqu'au bout et qui fait notre force. Je l'espère. Ben, ça transpire en tous les cas. Merci Christophe. Louis, j'ai étudié le listing des clients de chacune des agences qui sont ici présentes. Toi, ton agence présente quelque chose de particulier, c'est la fidélité de tes clients. Donc ça existe quand même la fidélité chez les clients, mais est-ce qu'il n'y a pas un phénomène d'usure, de voir toujours lui commoler pendant 10 ans? Est-ce qu'à un moment on n'a pas envie d'aller voir un autre, non? Si, c'est évident. C'est évident. Non, là, alors quel est ton secret? Avant de parler de mon secret, je voudrais reprendre le premier module de ta question, c'est effectivement, est-ce qu'il y a fidélité? Est-ce que c'est véritablement, et au-delà du cas de mon agence, globalement, je dirais paradoxalement, oui, les clients sont fidèles, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment qui ressort de l'observation du marché. Je ne parlerai pas des trains qui arrivent à l'heure, c'est-à-dire des annonceurs qui ont des agences qui délivrent formidablement bien, des annonceurs qui délivrent des briefs qui sont formidablement bien balancés et stimulants et motivants. Mais en revanche, il y a beaucoup de situations qui font que la fidélité n'est pas forcément bonne. On va prendre par exemple l'agence Alibi Parapluie. On va en parler parce qu'ils ne sont pas là. Enfin, bon, c'est facile de dire pour un annonceur, je vais travailler avec Carré Noir, parce que Carré Noir, c'est Publicis. Donc, personne dans la chaîne hiérarchique chez l'annonceur pourra se voir reprocher d'avoir choisi Carré Noir. En revanche, choisir CLTG ou l'agence de mon voisin, ça, c'est beaucoup plus difficile à faire.
Dans le même ordre d'idée, il y a aussi ces agences qui arrivent à fonctionner longtemps avec un client, mais parce qu'elles sont un peu dociles, et peut-être un peu trop dociles. Il n'y a pas que du génie qui sort de nos agences, il y a aussi des choses assez médiocres. Est-ce qu'ils te remettent en compétition tes clients fidèles? Alors écoute, sur certains dossiers par exemple. Ça arrive, mais moi je fais peut-être un peu partie du village gaulois. D'ailleurs je suis sorti de l'ADC à cause de ça, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie qui sévit dans ce métier. Et je fais l'analogie avec le monde des architectes, qui en France est un monde sinistré, un marché sinistré, où il y a que des décombres de tous les côtés. Les publicitaires sont dans le même état. Ils se sont laissés par faiblesse, par veulerie, par... Mais ça, on ne peut pas le reprocher à nos clients quand même. Non, c'est à nous, donc, à nous agences, de faire le ménage. Oui. Je disais donc, il y a de mauvaises conditions de la fidélité, mais il y a aussi de mauvaises conditions de l'infidélité. Et la principale des causes de cette infidélité, c'est quoi? C'est tout simplement qu'aujourd'hui, réunir 5, 8 agences en compétition pour des fois 0 francs, 0 euros ou 1000 euros, c'est une aumône, c'est presque une gifle. Je suis désolé, mais la plupart des gens de l'ADC sont volontaires. Ouais, et à ce titre-là, on est en train de démonétiser notre marché. Mais tout le monde le regrette quand même. Hein, oui, mais ça suffit pas de regretter. C'est un double langage. Voilà. Et donc, est-ce que, je voudrais que tu me répondes là aussi, est-ce que contre l'usure d'un client, qu'est-ce qu'il faut faire? Très simplement, une seule chose. Son métier avec engagement. Ça, c'est répondre de manière courte. Être professionnel, tout simplement. Alors, chacun mettra sa recette. Moi, je dirais que la première des choses qu'il faut arriver à faire, c'est, dans la mesure du possible, montrer à son client, enfin plutôt, le plus beau compliment qu'un client m'ait fait, un jour, c'était un chef de produit qui me disait ah, mais vous nous faites découvrir notre marque. C'était un chef de produit sur une marque de chez Danone. Parce qu'il faut savoir qu'on est dans une situation un petit peu amusante, par certains côtés. Le turnover auquel on assiste chez l'annonceur, c'est-à-dire que les cadres qui sont en charge des marques bougent, changent de poste, tous les 2-3 ans, changent de marque. Et la mémoire de la marque chez l'annonceur a tendance à disparaître. On devient, d'une certaine manière, les gardiens de cette mémoire. Ça a une vraie valeur. Et d'autre part, c'est comme en amour, il faut mettre du piment. Donc il faut savoir challenger les marques. Très bien. Merci Christophe. Alors, on va mettre du piment, pas Christophe, Louis, on va mettre du piment avec Christophe justement. Et je voudrais élargir notre champ national, Christophe, avec toi, parce que tu es toujours entre deux avions. Tu travailles avec des marques internationales. Et alors, c'est quand même un petit peu étonnant ça, puisque dans la plupart du temps, tu ne connais pas spécialement les marchés qui sont concernés. Tu ne connais pas forcément l'histoire des marques non plus, enfin bien que tu fasses le nécessaire pour cela, mais tu n'es quand même pas un natif de tous les pays du monde. Alors il y a la fameuse French Touch dont on a parlé à la table ronde tout à l'heure, mais ça ne justifie pas tout non plus. Alors, comment tu expliques ça? Comment tu expliques que le design français puisse s'exporter? Et est-ce qu'il y a une leçon à en tirer pour améliorer nos relations entre les designers français et leurs clients en France? Non. Non. Ah ben voilà, on va passer au suivant. Non, mais tu m'avais dit 3 minutes, moi j'ai du mal 3 minutes, donc je me suis contraint, tu vois. Non, déjà je vais un peu déstabiliser parce que je pensais faire le mec en colère et tout le monde est en colère, donc je peux pas être en colère, autrement tout le monde est en colère jusqu'au bout. N'importe donc je vais faire le mec débonnaire, super content. Voilà. Non, en fin de compte, il y a un truc qui est assez particulier, c'est que moi je travaille pas partout dans le monde et je travaille principalement en Asie. Ah oui, c'est vrai. Donc déjà, j'ai pas une connaissance exhaustive du monde et ça n'a pas valeur de vérité universelle. Et je connais en plus pas toute l'Asie puisque je connais juste certains pays que je pratique comme l'Indonésie, la Chine, la Corée et le Japon. Après les autres... Déjà pas si mal. Oui, mais il y a encore du monde. Bien sûr. L'Inde, enfin je sais pas si c'est l'Asie, mais bon. Oui, c'est l'Asie. Et en fait... si on devait voir la bouteille à moitié pleine, on va dire que y a les avantages des situations qu'on a sur place correspondent à l'inconvénient. Enfin, c'est symétrique avec ce qui se passe en France, par exemple. Donc la France, c'est un pays qui est... L'Europe, c'est un marché qui est mature et sur lequel nos clients ont une marge de manœuvre qui est faible. Parce qu'en fin de compte, les capacités d'innovation, qu'elles soient sur la marque, sur les produits, sur les modes de distribution, ou sur les modes d'interaction au-delà de la distribution avec les clients sont assez contraints. Donc en fin de compte, amener un client sur une prise de risque sur un marché où l'inertie est faible,
c'est lui faire prendre un grand risque. Parce qu'en fin de compte, s'il se trompe, il met du temps à se remonter. Voilà. Alors qu'en fin de compte, en Asie, on est dans une situation inverse. Les marchés sont sur les croissances exponentielles. Donc un client qui lance une connerie dans un marché qui augmente de 15 ou 20%, il y a quand même pas mal de chances qu'il y a des gens qui achètent sans savoir, qui soient emportés par la vague de la croissance, et qu'en fin de compte, de manière très pragmatique et itérative, en ayant appliqué sa stratégie, si elle est fausse, il la réajuste. Voilà. Ce qui est en fait le principe des stratégies, puisque, enfin, sans faire de cours d'école de commerce, c'était les théories de Mintzberg qui disaient une stratégie, elle se pense, elle s'applique, et la vraie stratégie, c'est la résultante de l'application d'une stratégie qu'on a imaginée. Mais en fin de compte, en Europe, le moment où on va atterrir sur la stratégie qui va être appliquée, il y a ce que disait Alain, il y a un tel stress, une telle angoisse, qu'en fin de compte, au moment de l'atterrissage, on commence à sortir des aérofreins et on manque de vitesse, donc manque d'ambition. A l'inverse, l'inconvénient des briefs qu'on a dans les pays émergents, dans les pays asiatiques, c'est que si les marchés sont croissants, les mecs prennent des risques et ils sont plutôt ambitieux. Ils ont un deuxième avantage, ils ont une vision 360 parce qu'ils sont en logique de résultats. Ils n'achètent pas des expertises, donc ils ont une vision très horizontale tout de suite. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'en fin de compte, en achetant une solution, on a beaucoup de mal à leur vendre des moyens. Donc on a beaucoup de mal à chiffrer et à vendre, expliquer le prix de ce que l'on vend parce qu'eux achètent un point final. C'est-à-dire que j'ai jamais vu un Chinois qui me demandait s'il allait avoir 3, 4 ou 5 pistes. S'il me brief pour faire une marque, un produit avec des flacons, des packaging, des magasins, il s'en fout. Il me dit ça coûte combien l'ensemble. Donc il veut un prix global, net. Et ensuite il se fout de savoir combien de fois d'itération il fera, combien il aura de pistes, il veut une solution finale. Enfin, je caricature mais c'est à peu près ça. Alors qu'en fin de compte, dans un marché plus occidental, plus européen, on va avoir une approche beaucoup plus analytique, on va être questionné sur une partie du mix, et cette partie-là, on va s'assurer que la personne ait compris, donc on va essayer de trouver des gens qui ont fait 15 fois la même chose, pour être sûr que la 16e fois, ils ne se trompent pas. Voilà. Donc parfois, ils se trompent tellement pas qu'ils font pareil qu'avant. Et ensuite, on va essayer d'avoir une quantité d'itérations possible sur entre K1 et 3, pour être sûr qu'on est bien dans la bonne solution. Donc c'est très difficile de dire qu'il y a des effets d'expérience qui peuvent se passer parce que les problématiques de marché sont vachement différentes et tout le monde a sa décharge, a un contexte qui est différent. Et sur le plan financier, est-ce que tout à l'heure il a été dit que le design français était cher quand les marques étaient là à votre place. Je suis très gêné de répondre à cette question. Non, mais justement, alors est-ce qu'à l'étranger il est perçu comme ça? Alors. Je sais pas, en tout cas, je trouve que si c'est le cas, c'est un très grand compliment et c'est d'une très grande qualité. Ok. En fait, alors je sais plus qui a dit ça, donc ça me permet, j'espère que ceux qui l'ont dit, ils sont plus là, parce que en général, je trouve que c'est peut-être dur ce que je vais dire, c'est le seul truc énervant que je vais dire. C'est qu'en général, un client qui vous trouve cher, c'est que soit parce que vous n'êtes pas compétent, ou soit il n'est pas lui. Parce qu'en fin de compte, moi je me rappelle, il y avait un gars qui était dans la boîte où j'étais avant, chez SG Design, qui était un mec brillant, qui s'est mis à son compte comme consultant. Et un jour, il vient me voir et je dis, j'achète sa compétence, parce qu'il était très fort en signalétique, en gros programme. Et il me dit, moi je suis consultant et je me vends 2000 € la journée. Je dis, mais t'es fou, 2000 € la journée en freelance, mais personne ne t'achète. Hein. Il dit, si, on m'achète, j'ai des clients en direct, je travaille avec très peu d'agences d'ailleurs, parce que les mecs ne comprennent pas. Et il me faisait comprendre que j'étais dans une posture de miséreux, quoi. C'est que moi j'achète des trucs miséreux pour essayer de les revendre avec une marge comme un commerçant qui fait des petites marges. Voilà. Mais après il m'a fait sa proposition de travail et en fin de compte là où j'avais identifié moi une dizaine de jours de travail, lui il en mettait 3 ou 4. Et en fin de compte, il avait mis un modèle et ça a été une leçon de vie pour moi, c'était il y a assez longtemps. Et je me dis ce mec là est génial en fin de compte, il a compris en fin de compte. Ce qu'il fait a de la valeur, donc il le fait comprendre à son client. Après c'est à lui à s'engager à être compétent, donc à être efficace. Si après, par manque de chance, le client change de stratégie, ou dans le processus de décision, il y a une forme d'incompétence, où l'agent se plante, celui qui ça coûtera, c'est celui qui se trompera. Et en fin de compte, c'est hyper correcteur, puisqu'en fin de compte, quand ça coûte cher, on fait gaffe, quoi, en général. Voilà. Très bien, c'est passionnant, Christophe. Alors, t'as compris, Nicolas? On parle d'argent, là? Oui? Alors, je vais te passer mon micro. Hein, voilà, Christophe va passer le tien. Considères-tu qu'en France, les prestations des agences de design sont rémunérées à la juste valeur? Je répète ou ça va, t'as entendu? J'ai vachement bien entendu. Bon. Je suis parfaitement d'accord avec ce que disait Christophe. Non, parce qu'il y a un autre phénomène, c'est que les agences, souvent, maintenant, sont face à des acheteurs professionnels. Oui, mais qui sont... Ouais. Enfin, voilà, donc c'est quelque chose sur lequel je te demande de réagir.
Je pense que nous n'avons qu'à... nous ne pouvons que nous le reprocher à nous, ce phénomène de prix. Je ne pense pas que nous soyons face à un effondrement des prix sur ce marché. Je pense que depuis 10 ans, je crois que c'est Alain qui disait ça, 10 ans, 15 ans, 20 ans, depuis que je pratique ce métier, la façon de travailler a évolué, mais juste du tout. Enfin, il n'y a plus rien de commun avec ce qu'on faisait avant. Que les clients travaillent de manière incroyablement différente, que les marchés ont évolué de façon... ce métier aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la façon dont on le pratiquait j'allais dire il y a 15 ans, mais même il y a 10 ans ou il y a 5 ans. Comment est-ce que, dès lors, on peut prétendre maintenir un process de travail, je reviens sur la coproduction, ou un niveau de prix identique à celui qu'il était il y a quelques années sur les mêmes prestations? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. L'Internet est arrivé dans nos métiers en 2000. Je pense que moi j'ai connu une époque chez Dragon Rouge où je me souviens d'avoir vu les créatifs, les designers qui passaient des après-midi entiers à faire à l'aéro des dégradés sur des feuilles de canson pour ensuite y coller en fait du Letracet, ou je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, mais en fait la moindre maquette prenait 3 à 4 jours. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut prétendre vendre le même temps de travail et le même effort pour le même produit, alors qu'en fait on le fait sur un écran, sur informatique et de plus en plus facilement. Donc ça me semble, en fait les questions de la rémunération me semblent étroites. Je pense qu'il faut reconsidérer ce problème de collaboration et se dire qu'il y a autre chose à faire avec ses clients aujourd'hui que de leur vendre de la maquette, parce que c'est clair que si on continue à faire ça, on aura évidemment affaire à des acheteurs qui évidemment tenteront de nous persuader, et ils auront raison, que ce qu'ils achètent c'est du pur convenient, et que ça n'a pas de valeur. Donc à nous de revaloriser notre travail, d'essayer en revanche de regagner la confiance du client. Et pour moi le problème se cristallise lors des compètes, parce que lors des compètes, alors on a tous des clients très fidèles. Heureusement, en fait, notre métier, vous avez tous raison, est plus fidèle, ou les clients sont plus fidèles qu'il n'y paraît. Team s'est construit sur Mars et Danone. Chez Brandimage, depuis des années, il y a Air France et il y a eu des grandes banques. Vous venez de faire un boulot, mais remarquable. Moi, j'applaudis à deux mains ce que vous avez fait sur les autres Danone. J'espère que vous allez les garder pendant 20 ans. Je trouve ça magnifique. Toi, tu travailles dans le tabac. Toi, tu construis des choses avec des... On a des clients structurellement qui sont fidèles et heureusement qui nous aident à nous projeter dans l'avenir et à faire des investissements. Là où je trouve que ça déconne grave, pardon, mais c'est sur les compètes. C'est-à-dire que c'est là où des marques viennent pour chercher à se réinventer et où on est engagé dans des bras de fer incroyables, où on n'est pas forcément en train de rechercher la vérité d'une part, ce qui à mon avis nuit à tout le monde, et où d'autre part on vend mal le conseil qui pourtant est capital qu'on peut donner à ce moment-là. Oui, alors juste Alain, j'aimerais aussi, merci, j'aimerais que tu réagisses sur ce que vient de dire Nicolas en ce qui concerne les compétitions, parce que je rencontre des marques qui mettent en compétition 4, 5, 6, j'en ai même vu qui mettaient en compétition 10 agences. Je pense que toi aussi tu participes à des compétitions. Que penses-tu de cette situation au fond? Comment est-ce que ça évolue cela? Ça évolue mal quand on arrive à un choix de 10 agences, parce que ça veut dire que quand on choisit 10 agences, on ne sait pas ce qu'on veut. Ou alors, a priori, le brief n'est pas clair, ou on est vraiment dans un phénomène de recherche un peu perdu. Moi, je pense que les compétitions, elles sont sur des critères aujourd'hui un peu faussés. Moi, je pense qu'on a besoin de retrouver de l'honnêteté, de la transparence, pour pouvoir construire une vraie relation, puisque ça a été prononcé plusieurs fois et je partage ce point de vue. Je pense qu'un annonceur ne choisit pas qu'une agence, il choisit une relation dans le futur. C'est-à-dire quand on voit le temps que prend une création à être réalisée, à être validée en interne, quand elle est validée, suite à ces compétitions, ce qui n'est pas toujours le cas non plus, donc les règles sont souvent faussées, et le temps après, en termes d'outils industriels à réaliser ce produit, on s'aperçoit qu'il faut vraiment faire un bon choix d'agence. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement sur le premier jet créatif, parce qu'on sait bien que celui-là va évoluer bigrement pendant toute cette relation, enfin tout ce temps en tout cas de gestation. Donc choisir vraiment une équipe, choisir une agence,
c'est vraiment aussi faire des vrais choix. Alors évidemment, quand on parle de 5, 6, déjà, on est dans le pluriel. Moi, je pense que si l'annonceur veut tirer le meilleur parti de son agence ou des agences qu'il met en compétition, c'est un peu comme le départ d'une course. Hein. Bien souvent, il ne donne pas le nom des concurrents qu'il y aura sur la ligne de départ. Moi, si je prends une course demain, j'ai besoin de me retourner à droite et à gauche pour savoir contre qui je cours, si j'ai envie de m'inscrire ou pas à la course, parce que j'ai aussi ce choix aujourd'hui de dire oui, j'y vais, et si j'y vais, j'y crois. Et je me dis que j'ai une chance de gagner. Donc ça devrait être une règle. Bah, ça devrait être une règle. C'est appliqué, on va dire, 3 fois sur 10. Ah oui. Il faut vraiment pleurer au téléphone pour avoir exactement la liste des gens. Ce qui n'est pas tout à fait normal, c'est ce que j'appelle la transparence. L'engagement, c'est aussi, on définit des règles, souvent l'annonceur définit des règles sur une compétition. Toute compétition a besoin de règles. Mais ces règles-là, elles sont entendues, acceptées par l'agence, et par l'annonceur évidemment qui les définit, il faut qu'elles soient respectées tout au long de la course. C'est comme s'il y avait le coup de pistolet, on démarre tous, puis qu'à un moment donné, on se dit « Ah ben non, tiens, on était parti pour un 800 mètres, on t'arrête sur 600. » Je suis parti sur 800, je suis parti sur 800. Globalement, ça, c'est pas tout à fait respecté non plus, et c'est pas un appel que je fais, c'est simplement un constat. Donc, si on veut améliorer nos relations demain dans ce travail, essayons d'être là-dessus assez juste. Et puis après, évidemment, vient le phénomène du prix. C'est-à-dire que bien souvent, au début d'une compétition, la rémunération, et ça a été soulevé par Nicolas, évidemment, et par Louis, est beaucoup trop faible. Quand on rémunère une compétition, 1000 €, mais vous savez ce que c'est que 1000 €? Enfin, c'est rien du tout. On met les meilleurs talents, on met les meilleurs stratèges. On va essayer de gagner cette compétition. Vous travaillez pour pendant des semaines. Le meilleur. Il y a des compétitions qui coûtent 100, 150 000 € à des agences d'investissement sur des programmes corporate. Je ne citerai pas la marque, mais il y a une grande marque qui vient de lancer une compétition. On était 9 au départ, marque internationale. On est sélection 4 agences. Et l'annonceur décide d'arrêter la compète. Mais ça veut dire quoi? C'est n'importe quoi. Donc ça veut dire que là, il y a vraiment, moi je trouve, un petit abus. Et si demain, l'annonceur veut que ces agences soient engagées, performantes, il faut que ces règles-là évoluent. Merci Alain en colère, hein, quand même un peu. Hein. C'est le moment de le dire, on se voit très peu souvent dans un cadre différent de celui d'une compète. Alors, Louis, on va changer de sujet parce que là, je pense qu'on s'est bien exprimé hein, sur les plannings, le stress, l'argent, etc., la compétition. Non. Et je voudrais te faire intervenir sur le niveau d'intervention des agences auprès des annonceurs. Toi, tu as des clients fidèles. Est-ce que ces clients... Tu as aussi des nouveaux clients, bien entendu, mais est-ce que les clients te font intervenir au moment où il faut, c'est-à-dire le plus en amont possible, alors que le concept est peut-être encore en gestation? Ça a été discuté à la table ronde précédente tout à l'heure, parce qu'on avait la chance d'avoir le responsable des innovations et de la recherche de Nestlé, qui s'est exprimé là, et qui disait que c'était encore un phénomène très lent, mais que ça y est, il démarrait maintenant à vouloir intégrer les agences de design dans la recherche de nouveaux concepts et développement des produits. Alors que jusqu'à présent, il demandait cela aux agences de communication. Et maintenant, ils allaient vers les agences de design. Mais est-ce que c'est quand même, est-ce que c'est réel? Est-ce que ça existe, ça? Oui, c'est réel, et ça fait assez longtemps que c'est un mouvement qui s'est amorcé, bien antérieur à ce que le dirigeant de Nestlé disait tout à l'heure. Nous, on l'a constaté, ça fait plus de 20 ans qu'on est en train de manger la laine sur le dos de beaucoup de publicitaires, et nous sommes sollicités, et c'est logique parce que nous sommes des gens de produits, nous sommes sollicités de plus en plus sur l'amont, et y compris sur les plateformes corporate. Donc ça, je confirme. Après, il y a quand même globalement, et c'est globalement une tendance lourde. Après, c'est pareil, je ferai comme tout à l'heure, je balayerai devant notre porte. Avant d'aller regarder dans le jardin de l'annonceur, je regardais dans notre jardin, et je pense que nous avons un tort, quand on parle de développement, on parle d'innovation en particulier, nous avons un tort, c'est que, et c'est peut-être parce qu'on est dans le pays de Descartes, on est dans la notion de concept, mais pas dans la notion d'être, et pas dans la réalisation. Et aujourd'hui, une des raisons peut-être pour lesquelles nos clients sont assez fidèles à l'agence, et y compris sur des programmes de développement, c'est qu'on intègre toujours cette filière verticale, c'est-à-dire de la conception, mais on accompagne très très en aval la réalisation. Et on copilote la recherche de fournisseurs et l'encadrement technique. Parce qu'on a entendu effectivement des annonceurs tout à l'heure se plaindre de ces fameux concepts fumeux, enfin, très séduisants, mais qui s'avéraient être irréalistes au final.
C'est un tropisme qui est très français, ça vient en partie des annonceurs. La culture produit n'existe pas en France, chez l'annonceur, comme elle peut exister en Angleterre, en Allemagne ou en Italie. On a ce retard culturel chez l'annonceur, mais il s'est dramatiquement traduit chez les agences en paupérisant beaucoup de compétences techniques qui ont été expurgées des agences comme marginales. À quelles compétences penses-tu quand il s'agit de l'aval, je comprends, mais quand il s'agit de l'amont? Alors, pour accompagner le client ou l'amont ne fonctionne pas sans l'aval. C'est très facile de dessiner un joli flacon. Si derrière, en termes de réalisation, sur le plan technique, il est infaisable selon la logique de production qui est associée, si je tire à 50 000 ou à 3 millions, je n'ai pas les mêmes contraintes. Il faut le savoir. Or, dans les agences aujourd'hui, ce genre de choses, ça n'est pas maîtrisé. Et c'est désinvesti par les dirigeants des agences. Et ça, c'est une perte de savoir-faire unique et donc de crédibilité. On est dans le registre de « je vends des idées ». Mais nous, on ne vend pas des idées, surtout quand on parle de packaging. Packaging est un terme extrêmement réducteur d'ailleurs. On parle de produit. Et le produit, ce n'est pas simplement un dessin ou une cartonnette. C'est bien sûr une plateforme, mais c'est aussi à un moment donné un objet. Donc, et il n'y a pas en France une agence de design produit. Vitrac était le dernier, enfin, c'est paradoxal, mais ça traduit bien cette paupérisation du métier. C'est absolument consternant. Bien, alors voilà un point de vue qui est clair aussi. Christophe, je voudrais te mettre face à un autre questionnement, curieusement qui n'a pas été abordé d'ailleurs par les marques tout à l'heure. Il s'agit des nouveaux modes de communication du produit, des nouveaux modes de communication du packaging et des nouveaux, Nicolas a abordé ça au fond, et des nouvelles technologies. Je sais que dans votre agence, vous utilisez cela en création, en pré-création, en création et en post-création, j'oserais dire. Donc est-ce que ça, c'est compris par le client? Est-ce que c'est une nouvelle passerelle vis-à-vis des marques ou est-ce que vous devez encore faire de la pédagogie? Alors, c'est compris par le client si c'est uniquement au service de la marque et du produit. Il ne faut pas que ça se voie. En fait, si c'est pour vendre de la technologie, personne n'en veut. C'est le même parallèle que Apple et les PC, quoi. Un iPad, c'est l'extension du bras. Bah là, il faut qu'on ait la même sensation, c'est-à-dire qu'on ne ressente pas la technologie, mais qu'au contraire, on sente que l'émotion est là, que tout ce qu'on ne peut pas dire par les outils du passé, par les stratégies de 100 pages qui sont du réchauffé d'autres marques, nettoyé et balancé à d'autres marques, etc. Tout ce qu'on ne peut pas dire et montrer, du coup on l'exprime par l'émotion des outils technologiques d'aujourd'hui. Nous, d'ailleurs, à l'agence, on a mis au point 2 systèmes assez en amont. C'est des outils collaboratifs du système créatif. Parce qu'on l'a bien vu quand même pour rassurer le client qui n'est pas comme nous. Il y a une différence. Ça a été dit tout à l'heure. Exactement, on n'est pas pareil. Donc parfois on a besoin d'un médiateur et le médiateur, c'est logique que ce soit le consommateur parce que c'est lui au final qui va acheter le produit. Donc très en amont, nous on l'intègre par un outil qu'on appelle le Vox Populi qui nous permet parfois de réécrire le brief. Parce que le brief a été pensé, orienté uniquement marketing, après il est digéré au niveau du design. Là, l'objectif c'est de faire entrer le consommateur sur cette chaîne-là et qui nous donne sa lecture à lui. Sa lecture avec son bon sens paysan, que parfois on balaye parce que voilà, le designer réfléchit avec parfois son ego, il a envie de se valoriser avec des belles créations, etc., gagner des prix. Et parfois aussi, la personne du marketing est dans d'autres réflexions. Et parfois, souvent, on oublie le consommateur. Donc là, l'objectif, c'est de le réintégrer et d'écouter ce qu'il a à dire. Ça nous permet aussi de réécrire parfois le brief. Et en phase finale de création, de créer un crash test qui fait réagir le conso. Tout ça c'est filmé, c'est avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui, et de voir sa réaction, la réaction tripale, enfin vraiment c'est 5 secondes de lucidité, qu'est-ce qu'il pense de ce qu'on lui met sous le nez, est-ce qu'il réagit positivement, négativement, est-ce qu'il y a de la joie, est-ce qu'il y a de l'émotion dans son visage, est-ce qu'il en a pas, est-ce qu'on se trompe, est-ce que donc ça aussi c'est parfois pas seulement à notre avantage, puisque on s'aperçoit que
qu'on se trompe et voilà, et on repart avec tous ces enseignements-là. Donc les nouvelles technologies ont changé vraiment votre méthode de travail. De toute façon, Nicolas le disait aussi tout à l'heure, on ne fait plus le métier de la même façon. Ah non, et il faut absolument changer. On voit les gamins d'aujourd'hui qui ont 5 ans, ils vous prennent l'iPad, ils téléchargent eux-mêmes les applications et voilà quoi. C'est d'une logique imparable. Il faut utiliser ces outils, mais pas en faire une fixation. Oui, très bien. Alors, je vais passer l'autre question, la question suivante, à l'autre Christophe Prader. On n'a pas parlé de luxe, y compris dans la première table ronde. D'ailleurs, on n'a pas parlé de luxe, c'est pourtant un marché important, et surtout par rapport à la créativité française, comparée au monde. Est-ce que le design dans l'univers du luxe, le design packaging, j'entends, hein, induit une approche différente que le packaging alimentaire ou non alimentaire d'ailleurs? Est-ce qu'il faut aborder ça sous un autre angle? Est-ce qu'il faut modifier son approche, son regard, sous prétexte que ce sont des marques de prestige ou de luxe, bien sûr? Si je réponds par la fin de la réponse, oui, parce qu'en fin de compte, a priori, les marchés du luxe sont des marchés qui sont fondés sur des principes moins transactionnels que les marchés ce qu'on appelle le FMCG, c'est-à-dire de la consommation de masse. Et en fin de compte, la notion de packaging, qui est une notion plus anglo-saxonne, donc très commerçante au sens retail, disparaît, puisqu'en fin de compte, on parle plus d'un prolongement du produit qui va être un coffret, un écrin ou un enveloppement presque symbolique du projet. Donc la dimension logistique du packaging disparaît, au même titre que la dimension transactionnelle. C'est-à-dire qu'un packaging, si on parle de l'effet d'habiller un produit par une peau qui n'y est pas directement fonctionnelle, et on appelle ça un packaging, de ce fait dans le marché du luxe, ça a une autre valeur, puisqu'en fin de compte, cette partie logistique, elle n'est pas assurée par le packaging, et la partie commerciale non plus, puisque c'est des ventes assistées. Après, moi honnêtement, je travaille pour très peu de marques de luxe. J'adorerais, mais les marques de luxe intègrent beaucoup le travail qu'elles font, et quand elles ne l'intègrent pas, elles disent qu'elles le font. Donc bon, voilà. Donc je dis ça, si je dis pour qui je travaille, c'est un peu vexant, mais pour eux. Mais grosso modo, je travaille avec très peu de marques de luxe, et il y a beaucoup de marques de prestige qui, justement, par la perméabilité des marchés, acquièrent les comportements parfois des marques de luxe, à juste titre ou à mauvais escient. Voilà. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir cette problématique moins dans le prix d'une marque de luxe, par exemple Chanel, Vuitton ou d'autres comme ça, où en fin de compte, quand on redesign le city guide de Louis Vuitton, ça boîte du packaging quand même, c'est tellement intimement lié au produit et à sa valeur symbolique liée à la marque qu'en fin de compte, le packaging est moins là pour des vertus commerciales, même s'il en a eu pourtant, que pour des vertus propres à la propriété du produit, à la compétence ou à la crédibilité qu'a le produit. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a moins de créativité par conséquence ou pas? Non, pas du tout. Non, c'est qu'elle n'est pas au service des mêmes choses que ce que le packaging habituellement sert, c'est-à-dire à la fois la logistique, protéger un produit et puis le vendre. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir les marchés de prestige ou en cosmétique ou en alcool, où on a des produits qui coûtent entre parfois 40 euros et ou même 30 euros et 200 ou 1500 euros. Ça commence à devenir du luxe là, mais jusqu'à au moins 100 et quelques euros, où on n'est pas sur des marchés du luxe, mais sur des marchés de prestige, où là les canaux de distribution sont assez variés, assez mixtes, et où on est obligé de concevoir pour le coup des packaging sur des principes assez intéressants, où là effectivement il faut emprunter à la fois aux logiques marchandes et en même temps à la logique qui est celle du luxe de faire du packaging en prolongement du produit. Alors Christophe, je vais poser une question tout à fait en rapport avec le thème de notre table ronde, d'ailleurs, c'est que bon, tu as des clients qui sont dans des produits de consommation et des clients de luxe, tu en as quand même. Qu'est-ce que tu attends de différent d'un client qui est un client d'une marque de luxe ou de prestige? Qu'est-ce que tu attends de différent par rapport aux autres briefs habituels? Est-ce qu'il doit y avoir quelque chose de différent d'ailleurs? Sur la forme, j'attends rien de différent. Rien de différent. Sur la forme, il y a le fond et la forme. Sur la forme, normalement, le client est censé établir, puisqu'il a une marque, donc il est dans une logique de marché, il est censé avoir un brief marketing qui intègre des paramètres liés à sa marque, son héritage, ses produits, c'est-à-dire ses compétences, ce qu'il sait faire, ses consommateurs, les cibles qu'il vise ou celles qu'il a acquises, et ses modes d'accès au marché, c'est-à-dire sa distribution et les gens qui l'emmerdent, c'est-à-dire les concurrents. Bon, ça c'est du classique du coup. Ouais. Donc ça, on attend ça de tout le monde en fin de compte. Ouais. On l'a pas toujours, mais on sait bon. Et en plus, si c'est raisonné, c'est-à-dire avec une vision stratégique, c'est encore mieux. Parfois, c'est accumulé sans vision stratégique, mais bon. Après, il y a sur le fond, par contre, ce qu'on attend forcément d'une marque de luxe, c'est qu'elle tienne son rang.
Et en fait, quand je dis ça, c'est qu'elle n'a pas un rang, il n'y a pas de valeur morale, une marque de luxe par rapport à une marque de grande consommation, mais elle a des devoirs fonctionnels par rapport à ce qu'elle elle prétend ou elle veut être. Et en fin de compte, une marque de luxe, elle a deux corollaires qui sont structurants. C'est la discipline. C'est-à-dire qu'une marque de luxe est obligée d'avoir une discipline implacable. C'est-à-dire que l'ensemble des points de contact qu'elle va établir, qu'ils soient physiques ou pas physiques, physiques ou immatériels, qu'ils soient transactionnels ou qu'ils soient de l'ordre du service gratuit, doivent être alignés dans une cohérence, pas forcément dans un système monolithique, hein, c'est pas que fasciste, hein, mais dans une cohérence absolument totale. Puisqu'en fin de compte, il s'adresse à des gens qui achètent moins parce qu'ils comprennent pourquoi ils achètent que parce qu'ils y croient. C'est-à-dire qu'on peut dire que je comprends pourquoi j'achète du Head & Shoulder plutôt que du Pantene, les deux sont chez P&G, mais par contre, je vais plutôt croire pourquoi j'achète du Vuitton que du Goyard ou que du Moinard ou que du autre chose. C'est-à-dire que c'est pas rationnel en fin de compte d'acheter entre deux sacs de voyage un Vuitton ou un Goyard, par exemple. Oui, bien sûr. Donc de ce fait, comme on est sur des trucs beaucoup plus irrationnels, la discipline est beaucoup plus importante. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose sur laquelle ils doivent être exemplaires, parce qu'en plus ils sont souvent référents pour l'ensemble des marchés, c'est sur l'exécution. Et là, pour le coup, en France, on a la chance d'avoir une industrie du luxe qui s'est professionnalisée ces 15-20 dernières années. Oui, remarquablement. Elle n'était pas à l'époque, et qui est devenue un modèle de pensée vraiment puissant. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'a fait Pinault d'un côté ou Bernard Arnault de l'autre, il y a Richemont aussi qui a été... qui relève vachement la tête, mais qui a été, parce que il était un peu à la ramasse, voilà, mais qui sont des modèles. Richemont, c'est sud-américain, mais sud-africain, mais en fait, voilà, ce sont des modèles d'exigence sur l'exécution des choses. C'est-à-dire que c'est à quel moment on accepte de mettre quelque chose sur le marché, en termes de conceptualisation et de réalisation de l'idée. Pour appuyer ce que tu viens de dire, Christophe, moi j'ai eu la visite il y a quelques semaines d'ailleurs d'un grand patron d'une très belle marque de luxe italienne. Donc j'ai été surpris en fait, qu'ils viennent en France. J'ai dit mais pourquoi venez-vous voir du design français alors que a priori il y a toutes les compétences en Italie. Il dit non. Dans le domaine du luxe, les Français maintenant sont les seuls à savoir communiquer, à savoir faire passer la notion de marque de luxe sur les marchés. Hein. Là vous avez un savoir-faire, quelque chose de particulier qui nous manque encore. Donc ça rejoint ce que tu disais, c'est subtil, hein, je ne pense pas qu'on puisse l'écrire et dire de quoi s'agit-il, hein, mais ça existe, hein, c'est devenu plus professionnel. Ce que disait Christophe là, tout à l'heure quand il parlait de la difficulté qu'on a, en fin de compte, dans certaines agences ou même avec certains clients, de passer d'un stade marketing à un stade créatif. Ouais. Et pour tous, on a le problème en fin de compte. À quel moment on transforme une énergie marketing, marchande, transactionnelle, en un projet qui fait rêver, quelque chose de créatif. Et cette phase-là, je pense que, pour le coup, ça revient à la question de tout à l'heure, la culture française, elle est fondée sur un principe très narratif. On a une culture narrative, on est sur les imaginaires. Et d'ailleurs, quand on veut dire imaginaire en anglais, il n'y a pas de mot. Quand on dit en anglais I want to build your imaginary, ça n'a rien à voir, c'est son imagination. C'est pas la même chose. C'est imaginaire, on n'arrive pas à le traduire. Ah oui, intéressant. Et en fait, je pense qu'en France, on a un savoir-faire qui est induit par notre culture. Après, il faut savoir le méthodologiser pour l'appliquer de manière répétitive. En tout cas, de le reproduire d'un client à un autre. Une capacité à conceptualiser, voilà, à faire passer d'une logique marketing à une logique créative tout en gardant la cohérence et la même énergie. Alain, tu as entendu ce qui vient de se dire là. Est-ce que tu as cette même analyse? Parce que toi aussi tu travailles sur des belles barques. Hein. Est-ce qu'effectivement, attends-tu quelque chose de particulier de ces marques qui ont une grande histoire, qui sont dans des domaines qui font rêver? Est-ce que tu attends quelque chose de particulier dans leur brief ou dans leurs attitudes? Comment est-ce qu'elles peuvent faire passer cet état d'âme supplémentaire qu'elles ont et qu'elles vendent cher d'ailleurs, hein? Comment réagis-tu face à cela? Je rebondis assez bien sur cette notion de savoir-faire et d'exigence qu'ont ces grandes marques. Je pense que ce que j'attends, ou ce que j'attendrais, ou ce qu'on a souvent du reste de ces grandes marques, c'est qu'elles nous livrent vraiment toute leur histoire, parce qu'il y a cette tradition pour qu'elle reste à ce niveau-là. C'est pas un hasard, hein, c'est pas que de l'exigence, c'est parce qu'il y a eu le temps qui est passé dessus, il y a une histoire. Je faisais participer à une conférence chez Chanel il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, qui était sur le luxe. Et quand on voit ce que l'on apprend, et c'était un séminaire qu'ils faisaient entre eux, mais tous les pays du monde étaient invités, quand on apprend et qu'on fouille un peu dans les archives d'une marque comme Chanel et qu'on voit la quantité de choses qui existent, où il suffit presque de souffler un tout petit peu,
j'allais presque dire sur une poussière dorée, et de remettre cette histoire au goût du jour, l'emmener plus loin. Il y a un patrimoine exceptionnel. Donc c'est vrai qu'on attend peut-être à ce que ces marques-là nous livrent énormément leur passé pour pouvoir comprendre voilà, leur présent et puis rebondir avec eux pour pouvoir les emmener plus loin, les aider. Enfin, ces marques-là sont souvent très créatives. Ça a été dit du reste aussi. Hein, souvent, elles confient peu de choses à l'extérieur. Ah oui. Parce qu'elles ont des équipes aussi en interne. Elles ont des savoir-faire, elles ont des talents. Et puis, à un moment donné, elles viennent s'encoquiner avec des agences pour essayer de s'émoustiller un peu, essayer d'aller chercher d'autres petites graines comme ça. Voilà ce que je pourrais attendre. Enfin, okay. Bon. Christophe, Alain, Louis, Christophe et Nicolas, merci. Ça me fait plaisir que vous soyez là parce que vous avez été formidables, vous avez joué le jeu, vous avez parlé de vos expériences, vos convictions. Il y a même eu des petites colères, là, comme ça. Mais Christophe a une question à vous poser. Ce sera la dernière question. Hein. C'est bien ça, Christophe, hein, c'est ce qu'on s'était dit, tout au moins. Oui. Je le promets, cette fois-ci, c'est la dernière. Comme pour la table précédente, je vais vous demander un petit exercice à chacun. C'est en un mot, en quoi souhaiteriez-vous améliorer la relation agence de design-marque? S'il vous plaît, Christophe, à toi la parole. Je ne fais pas une diatribe sur les compétitions. Mais en fin de compte, je dirais une chose, c'est qu'en fin de compte, le travail d'agence à client, c'est un peu comme un mariage, c'est un engagement qu'on prend. Et on a tous le droit de draguer en boîte de nuit. Juste qu'une fois sur deux, quand on se réveille le matin, on n'est pas sûr d'être accompagné de la même personne qu'on avait imaginé avoir trouvé la veille au soir. Donc je pense que le côté speed dating, boîte de nuit dans l'ombre avec 10 agences, effectivement, toutes gaulées comme des déesses le jour de la présentation. Je trouve pas que c'est le meilleur moyen de se marier. Enfin, moi, ça c'est un point de vue personnel. Après, j'ai une vision un peu traditionnelle des choses, voilà, sans rentrer dans les détails. Mais voilà. Donc, je pense que de ce fait, si on avait une chose à changer, c'est les moments où on se rencontre, parce que c'est tellement important le jour où on se rencontre, parce que ça se passe qu'une seule fois, et c'est un moment où tout le monde est tellement en fragilité. Et c'est un moment où les gens disent tellement des choses vraies sur elles-mêmes, et je parle de gens à la fois en tant que personne, en tant qu'entreprise, que c'est dommage de le gaspiller dans une sorte de barnum pailleté, siliconé, maquillé. Voilà. Et à ce titre, je dirais que si on devait faire des compètes, et ça se passe comme ça dans les pays anglo-saxons, parce que moi j'ai 2 clients et j'en ai 2 en cours en ce moment, où en fin de compte on est en compète, on est 3 agences sur le papier, 3 agences font une note d'intention stratégique, c'est pas juste l'air du temps, donc on structure notre pensée. De ça, ils tirent 2 agences. Les 2 agences sont briefées créativement et elles sont rémunérées au prix de leur phase de création et de stratégie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si on a vendu 15 000 euros, 20 000 euros de strat et 15 à 20 ou 30 000 euros de réflexion créative, on est sur une compétition rémunérée entre 20 et 50 000 euros. Enfin, si tant est qu'elle se développe au fur et à mesure du projet. Et ça, en fin de compte, bon, c'est sûr que quand on voit le montant du truc, c'est une grosse marque, mais en l'occurrence, je peux vous dire qu'un client qui vous donne de l'argent à ce niveau-là, quand vous lui dites un truc, il n'a pas une posture de vanité en vous disant « mais ouais, mais je l'ai déjà entendu ». Il va être juste sûr qu'il a compris ce que vous lui disiez. Ouais. Et donc il va vous poser des questions plutôt acerbes et il faut plutôt visser les boulons. Donc tout d'un coup ça rentre. C'est un peu. Alors, moi je suis garçon et je suis hétéro, mais donc voilà. Mais quand on rencontre une fille, donc je prends cet exemple-là, c'est comme si vous rencontrez une fille qui tout d'un coup vous met une pression sur le fond de ce qu'elle a comme enjeu dans sa vie et qui vous raconte pas des histoires sur la tendance, sur la mode ou sur les saisons. Il y a quelqu'un qui vous met son cœur sur la table. Forcément, ça engage la sincérité et je pense que c'est le meilleur moyen de bosser ensemble. Alain, à toi. Merci Christophe. Si c'est ça qu'on appelle un mot. Voilà. Alors moi je sors moins en boîte de nuit que Christophe. Mais si j'avais un seul mot, et je vais essayer d'être court, moi je baserais ça sur plus de confiance dans cette relation. Elle est hyper importante. Je pense que la fidélité, elle est hyper importante dans ces métiers. Je pense que l'annonceur devrait le comprendre. Même si de temps en temps il y a besoin de se reséduire, on est bien d'accord, et que ça ne fait pas de mal. Voilà, la notion, l'exemple en tout cas de couple a été cité tout à l'heure. Oui, confiance et vraiment une grande transparence. Dites-nous tout, on vous dira tout. Merci. À toi, Louis. Je vais essayer de faire plus court. Engagement, mais de chaque côté. Donc ça veut dire prendre ses responsabilités, être dans l'honnêteté, la rigueur,
Et puis, logiquement, le reste doit suivre tout naturellement. Moi, je voudrais dire que malgré tout ce qui a pu être dit, de manière parfois un peu peut-être aigre, perçue comme aigre, moi j'ai pas mal de mes clients qui sont en fait devenus aujourd'hui des amis. Il y en a certains avec qui je continue à travailler, mais c'est aussi des amis, il y a une double vie. Et puis il y en a d'autres qui sont devenus que des amis, on ne travaille plus ensemble, mais sont restés des amis. Alors, en fait, 2 mots, il y a l'envie, parce que c'est vraiment comme un tango, on est 2 pour le danser, donc il y a la création et le marketing, donc il faut que tous les 2 aient envie, et puis c'est la sincérité. Qu'est-ce qui ressort ? Moi, je reviens sur la question du début, donc je pense que oui. Dans un couple aussi, de temps en temps, il faut relancer le... Hein, c'est pas mal. À propos d'envie, enfin, je sais pas, de temps en temps, il faut aussi se challenger, sans forcément se quitter, mais c'est bien cette idée aussi de temps en temps de remettre les pendules à zéro. Moi, je reviens sur mon idée de départ. Enfin, je pense que le travail de l'image a tellement évolué. Les moyens techniques sont tellement différents qu'aujourd'hui, je pense qu'on vend plus des idées que des images. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à accoucher ensemble. Comme dans un couple aussi, peut-être, je ne sais pas. Donc la prochaine fois, Gérard, il faut que tu organises une table ronde avec des annonceurs et des agences. Parce que là, on ne peut même pas se parler, en fait. Ça me rappelle, ça se discute de Delarue au tout début, où il y avait un soir les pour et l'autre soir les contre. Et si j'organise ça, tu viendras? Ah ben voilà, bon, ok, bien sûr. Bon, merci à tous. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, merci à vous d'avoir été présents à cette réunion. Merci beaucoup à mes amis qui sont là, des grands professionnels. Voilà. Bonne soirée.